Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Comptoir PEDA. Bonsoir Elodie. Bonsoir Sébastien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Sébastien Dorancy, responsable de la formation pour la société Chi Chi. J'ai vu dans les esprits quand même qu'il y a beaucoup de gens qui nous connaissent. Et Elodie, qui travaille de manière assez récurrente avec nous, qui est enseignante et formatrice APLS aussi dans le réseau Apple, l'univers iPad. On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode consacré à quelque chose qui nous interroge un petit peu tous dans le monde éducatif. Et on va essayer donc, enfin en tout cas, Elodie va essayer de démystifier un petit peu tout ça puisqu'on va parler d'intelligence artificielle. Et ce soir, on va se consacrer à la partie lycée. On a vu le mois dernier avec Amélie la partie collège. Ce soir, on va aborder ça sur le lycée. J'ai pas présenté Nicolas qui se cache en arrière-plan, qui est présent également, mon collègue et ami Nicolas, qui du coup va s'occuper avec moi de surveiller le chat pour répondre à vos questions s'il y en a tout au long de ce petit webinaire. Donc n'hésitez Bonsoir pas. à Il n'a pas tous. allumé sa caméra. Voilà, il nous dit bonjour quand même. J'attends vos questions, n'hésitez pas. Merci Nico. Il allume pas sa caméra parce qu'il s'est pas coiffé aujourd'hui. Et pour ceux qui connaissent Exactement. Nicolas, on sait que c'est compliqué quand il n'est pas coiffé. Bon, trêve de blague. Je vous fais une petite présentation rapide, justement pour les gens qui ne nous connaîtraient pas, de la société Cienci. Cienci, en fait, qui veut dire Computer and Cultura en italien, puisque nous sommes une société italienne. Certains d'entre vous nous connaissaient avant, en tout cas l'équipe éducation de CNC, qui s'appelait avant e-Concept, historiquement basée dans le sud-ouest de la France. Et CNC nous a racheté il y a maintenant 3 ans, si je ne m'abuse. Et du coup a continué à racheter également d'autres petites entités tout en France et même à l'étranger, puisque aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur cette slide, nous avons une couverture géographique en Italie, mais également en Europe, voilà, depuis 2022. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, je vous montre juste un petit peu cette carte qui vous présente, hop, je suis allé un peu vite, qui vous présente en fait les emplacements sur lesquels nous sommes, ainsi que les pays. Ce qui est intéressant de voir, c'est que TNT aujourd'hui, nous sommes donc, ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, partenaire agréé d'Apple, mais également centre de service pour la réparation des produits Apple et des boutiques, puisque comme vous pouvez le voir, nous avons aujourd'hui 123 agences en Europe, ce qui fait de nous le plus gros APR en Europe. Voilà. Du coup, si vous avez des questions concernant la mise en œuvre d'un projet numérique autour de l'iPad, ou même ne serait-ce que d'un projet numérique, je vous ai mis ce petit QR code pour les gens qui ne seraient pas encore équipés, mais qui seraient intéressés de s'équiper en iPad ou d'autres solutions, mais également d'avoir des questions que vous pourrez poser à une équipe commerciale dédiée. N'hésitez pas à scanner ce QR code ou à nous écrire sur educ@cec.com. On mettra le lien dans le chat tout à l'heure et vous serez en contact en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez avec le commercial qui pourra répondre à toutes vos questions. Voilà. Je vais laisser la place à Elodie. Je vais arrêter mon partage et je vais te laisser la main, Elodie, et puis te laisser te présenter également. Je vais couper ma caméra également pour un meilleur flux. Je serai également avec Nico dans le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On pourra également vous donner la parole et libérer votre micro si vous souhaitez à la fin poser des questions en direct à Elodie. Elodie, c'est à toi. Je te laisse la scène. Bonsoir à tous. Merci de me laisser cette scène pour une petite heure ensemble. Je vais essayer, comme d'habitude, j'espère, d'être efficace et un petit peu inspirante sur le sujet. On n'est pas Voilà. inquiet, on n'est pas inquiet. Bon, donc moi, je suis effectivement enseignante d'histoire-géographie, EMC, DNL anglais, en lycée depuis 18 ans, voilà, et j'ai baigné dans les IA depuis maintenant 2 ans, un petit peu plus là, et c'est un programme palpitant et à la fois parfois un peu déroutant, tellement que ça va vite. Voilà, mon mari me dit toujours, t'as pas choisi le sujet facile quand même, parce que je te vois tout le temps en train d'être aux aguets sur les nouveautés, et c'est vrai que ça bouge très très vite. Encore cette semaine, enfin le week-end dernier, ça a bougé avec ChatGPT qui nous fait des images de folie. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de choses à apprendre, et voilà, l'idée c'est d'essayer de condenser un petit peu quelques idées, de vous donner quelques clés aussi. Donc voilà comment j'ai conçu ce programme du webinaire en 3 temps. Voilà, donc l'idée c'était d'essayer de voir comment aider les élèves et les jeunes à décrypter les IA qui les entourent avec des activités concrètes, développer un peu leur esprit critique et parler des bons usages qu'ils pourraient développer. Voilà, tout ça, ça, le petit programme
de cette petite heure. Donc, les 3 temps que j'ai choisi de développer, dans un premier temps, je vais vous présenter un outil pour essayer de faire comprendre aux élèves comment fonctionnent les IA, au-delà de la science-fiction et de toutes les images que l'on peut en avoir. Je trouve que c'est aussi assez formateur pour les enseignants qui sont novices sur la question et qui ont beaucoup de mal à comprendre complètement le fonctionnement. Donc je vais revenir un petit peu dessus pour qu'on démystifie complètement ce qu'est l'IA et qu'on comprenne les enjeux. Ensuite, bien évidemment, ça reste, je pense, la clé la plus importante, exercer son esprit critique sur les intelligences artificielles. C'est pour moi la clé de la réussite de la relation que l'on va pouvoir nouer, que ce soit entre l'enseignant et l'IA ou l'élève, le jeune et l'IA. Et dans un dernier temps, on va essayer de voir comment l'IA peut être un allié et non pas un pilote. Voilà, je pense que c'est ce que j'essaie en tout cas moi de faire sentir à mes jeunes. J'ai essayé de trouver une formulation qui peut un peu leur plaire. Voilà, on va pas la laisser piloter nos vies. Par contre, on va avec elle essayer de construire des choses. Donc voilà, c'est vraiment la démarche qu'on va essayer de travailler aujourd'hui. C'est vrai qu'en lycée, on a un peu plus de latitude qu'au collège parce que bah, les IA, on peut un peu plus facilement les utiliser. Tout simplement parce que déjà l'âge de nos jeunes est un peu plus important et qu'au collège, bon, on sait que comme les réseaux sociaux, on a cette limite d'âge de 13 ans qu'il faut quand même essayer de conserver, c'est-à-dire utiliser mais avec parcimonie, peut-être dans des contextes un peu ludiques comme l'a bien présenté la semaine dernière Amélie. De la même façon, si vous voulez voir un petit peu comment eh bien, essayer de travailler la partie professeur, formation des enseignants. Dans le webinaire d'Amélie sur l'IA au collège, elle avait développé une partie. Donc moi, je vais essayer d'être complémentaire sur cette vidéo. Si vous n'avez pas vu celle d'Amélie, moi, je vous la conseille quand même si vous êtes en lycée. Il y a des petites astuces sympas, il y a des choses que je ne vais pas reprendre parce que forcément, il y a des IA qui sont adaptables, comme celle qu'elle a développée sur Character IA, là, qui permet de travailler avec un personnage fictif, que ce soit un personnage historique, etc. En lycée, c'est tout à fait transposable. Donc, vraiment, je vous invite à l'utiliser et à le regarder. Attends, je me permets, j'ai levé la main exprès. Ouais, tu as levé la main. Effectivement, épisode très intéressant et du coup, à la fin, je vous mettrai un petit QR code qui vous permettra de vous rendre sur... voilà, il y a quelqu'un qui me posait la question justement dans le chat. Je vous mettrai un petit QR code qui vous permettra d'arriver sur la playlist de notre chaîne YouTube consacrée au comptoir PEDA où vous pourrez retrouver donc l'intégralité de tous nos épisodes. On en est déjà au 24e ce soir. Donc, vous en retrouverez dès ce soir 23 et d'ici quelques jours 24. Voilà, je te laisse la main. Oui, voilà. Mon objectif, c'était vraiment d'être complémentaire pour que vous puissiez avoir le contenu, mais ce qu'elle a proposé en termes de création d'images, de Canva, etc., est aussi utilisable en lycée, hein, sans aucun souci. Moi, j'ai essayé de prendre un autre parti pour apporter des éléments complémentaires et pas complètement faire de redites, mais c'est tout à fait transposable. Voilà, donc n'hésitez pas à le regarder, effectivement, quand vous aurez les liens dans le chat vers la fin. Donc, de mon côté, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de comprendre un peu et de démystifier les IA. Alors, j'ai essayé de diviser ça en 3. Je trouve ça assez marrant. D'abord, comprendre le fonctionnement des IA génératrices de texte, comprendre les usages des lycéens et comprendre les peurs des enseignants, parce que je pense que vraiment les 3 sont liés. Alors, pour ça, moi, je me base beaucoup sur le terrain. J'ai formé mes ambassadeurs numériques dans le lycée. Je suis dans un établissement, c'est vrai que je me suis présentée en tant que prof, pas tout à fait en tant que référente numérique. Voilà, je gère 830 iPads, 750 élèves et le reste en prof. Et c'est vrai que la question s'est posée de l'IA et donc j'ai voulu former un certain nombre d'élèves pour qu'ensuite la transmission se fasse. Et c'est un sujet sur lequel il faut mettre un peu les pieds dans le plat avec eux pour en discuter. Donc on a ouvert la discussion et pour ça j'ai voulu leur montrer d'abord comment ça fonctionnait.
Je pense que ça, c'est souvent quelque chose qu'ils n'ont pas du tout conscience. Je l'ai vérifié vraiment avec mes ambassadeurs numériques. Pour eux, voilà, c'est quelque chose, quelque part, qui fait du texte, voilà. Et qui en plus écrit mieux qu'eux, et qui fait pas de fautes, et qui simplifie la vie. Voilà. Ils m'ont beaucoup fait ressortir la notion de gain de temps, qui était très forte chez eux. Alors, justement, pour bien comprendre les IA, alors c'est vrai qu'on peut partir d'une définition, hein, comme celle que je présente à l'écran là, mais bon, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que voilà, alors qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis que l'IA, c'est pas une machine animée d'intelligence. Je leur dis qu'effectivement, l'idée d'une machine animée d'intelligence, c'est quelque chose qui ressort dans la science-fiction, mais qu'il y a beaucoup de fausses idées. Je leur dis que l'intelligence artificielle, avant tout, c'est une discipline scientifique. Et donc, bah, il faut aussi différencier croyance et science. Voilà, je leur dis bien qu'on peut avoir un robot et une IA. On peut avoir une IA sans robot, donc c'est-à-dire pas du tout la forme physique du robot, mais juste le logiciel, hein, l'algorithme qui va fonctionner. Et puis, on peut avoir des robots qui sont sans IA. Voilà, donc on essaie de différencier un peu les deux. Donc, on retravaille sur la notion d'IA algorithme, mais tout ça, ça leur paraît quand même assez flou. Voilà. Même si je leur explique que les IA ne sont pas capables de tout faire comme les humains, ils ont bien conscience qu'elles arrivent à faire des choses quand même assez intéressantes pour eux et qu'elles arrivent aujourd'hui à imiter un modèle de langage assez naturel. Donc ça, voilà, au-delà de cette présentation générale qui peut être faite à chaque fois aux jeunes, l'idée c'est d'essayer de leur faire saisir tous ces concepts-là. Et pour ça, j'utilise le site VitaScience. Alors, VitaScience, c'est un site qui a été créé pour le codage à la base. Donc, je vais réouvrir la page pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne quand on rentre. Donc, c'est une plateforme éducative française. Faut voir que qui a tu as été- quelques favoris, hein. Ah, oui, oui, j'ai déjà ouvert un petit peu pour la journée, pour la soirée, pour pas avoir à chercher. Donc là, vous voyez, vous avez programmé. Donc ça, c'est toute la plateforme de programmation qui est assez intéressante pour les jeunes. Et puis, vous avez une catégorie IA. Bon, à côté, ils ont mis New. C'est plus tout à fait New. Ça fait un petit moment que ça y est. Mais voilà, on retrouve ça. Et là, en fait, ça permet de faire comprendre aux élèves comment fort marchent les générateurs d'images, les générateurs de sons, les générateurs de texte. Donc nous, on va s'intéresser à la génération de texte. Donc je vais ressortir, peut-être que je vais repartir à zéro. Allez, hop. Voilà. Donc là, vous êtes sur le générateur de texte. Voilà. Et on va commencer. Non, on va pas commencer à me refaire tout le truc, là, c'est pas la peine. Voilà. Alors, lui, quand il commence, VitaScience, il vous propose toujours une petite question hein, avec une réponse. Nous, on va lui poser une question un peu plus philosophique. Est-ce que les IA, ou alors, est-ce que les démocraties sont en danger avec les IA? Voilà, j'aime bien parler un peu avec mes lycéens de débats importants, là, et c'est la question que je leur ai proposée. Et donc là, vous voyez, Vitabot, il s'appelle comme ça, va donner sa réponse. Alors, Vitabot, là, en l'occurrence, il fonctionne avec le modèle Mixtral. Donc là, c'est l'occasion pour moi de rappeler aux élèves les différents agents conversationnels. Alors, je vais reswitcher sur ma présentation. Voilà, donc je leur parle notamment de ChatGPT, de Claude, de Mistral, de DeepSeek, le chinois, de Gemini, de Copilot, de Perplexity. Voilà, on voit un petit peu l'ensemble des IA génératrices de texte. Ce ne sont pas les seuls, je n'ai pas été exhaustive, mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir déjà évoquer avec eux ce qu'il y avait, hein, les principaux. Voilà. Donc, eux connaissent beaucoup Gemini, Copilot et ChatGPT. Mistral n'y sont pas tout à fait familiers encore. Et c'est là où c'est intéressant parce que c'est la seule IA génératrice de texte française. Et on connaît les questions de souveraineté aujourd'hui en termes de données, etc. Et il y a de grandes chances que très prochainement, on ait des directives nationales qui nous incitent, si on a une IA utilisée en classe, d'utiliser Mistral. Voilà, donc ça paraît important quand même d'acclimater les élèves
à ce bot qui ressemble vraiment à ChatGPT ou aux autres, hein, sans aucun problème. Mais on a des données et des informations voilà, qui partagent les valeurs davantage de la France. Donc c'est important aussi de commencer à inculquer aux jeunes cette idée de données et d'opinion d'une IA. Voilà, une IA va pouvoir donner des réponses qui vont être plus ou moins biaisées selon le pays. Alors ils ont assez facilement compris que en Chine, l'IA n'allait pas fonctionner comme l'IA américaine et française. Et je forte à penser que les IA américaines vont peut-être commencer à penser un peu différemment aussi des IA européennes prochainement. Donc, il faut peut-être qu'on fasse attention à ça. Et je pense que c'est important que l'on éduque les jeunes aussi à ces questions de souveraineté et à ces questions de valeur pour chaque pays et ce à quoi sert l'IA dans ces pays. Voilà. Donc, c'est juste un point de vigilance que moi, je prends parti de vraiment évoquer avec les jeunes. Donc là, ici, on est sur Mixtral, donc on est bien sur l'IA française que je viens d'évoquer. Voilà. Ensuite, donc là, ça a généré un texte vraiment comme si on était sur ChatGPT, ou voilà, ils sont habitués à connaître ça. Et donc, l'idée de Vita Science, c'est d'essayer de leur faire prendre conscience de ce qu'est réellement la réponse de l'IA. Et c'est là où c'est un peu magique. Vous avez la rubrique token. Alors, la rubrique token, elle vous permet de montrer les tokens, de masquer les tokens. Donc, quand on les masque, il n'y a plus cette fameuse différence de couleur. Et vous avez aussi les token IDs, qui sont donc la réponse de l'IA à chaque fois qu'elle a généré des probabilités et des calculs. Alors là, les élèves, d'un seul coup déjà, ils prennent conscience qu'en fait, c'est pas que du texte. Voilà. À la base, l'IA va nous produire du texte, mais en réalité, ce sont des tokens. Et ces tokens, ils vont avoir on va pouvoir amorcer la notion de probabilité. Donc la probabilité, par exemple, vous voyez ici, bon, j'ai mis en aléatoire 25, donc ça veut dire qu'il a choisi quand même toujours, pratiquement, les meilleures probabilités. Si je fais varier l'aléatoire à 90% et que je demande de régénérer le texte, je vais avoir un texte qui va apparaître avec beaucoup plus de vert clair et de rouge. Voilà, donc là, on va même pouvoir se rendre compte qu'il pèse contre des droits fondamentaux inhérents à une vérifiable. Vous voyez, là, ça ne veut plus rien dire, la fin. Toute la fin ne veut plus rien dire. Là, on s'aperçoit qu'en fait, l'IA, quand elle allait chercher, quand on clique sur les petits tokens, on voit les probabilités qu'elle avait à choisir pour avancer. Donc, par exemple, si on prend le tout premier qu'on avait généré, l'impact, il y avait 99% que la phrase, en tout cas que le premier token soit le L. Ensuite, si je clique sur impact, je vois que le imp, il y avait 100% de chances que ce soit ce mot qui vienne après le L apostrophe, par rapport bien sûr au contexte de la question. Donc, on arrive ici à faire saisir aux élèves la notion de probabilité dans l'IA. Et là, c'est très sympa parce qu'on a tous les résultats. On voit que, par exemple, ici, il y avait 88% de chances que ce soit, après, elles peuvent renforcer les démocraties, commencer par rang, 88%. Mais si je veux, j'aurais pu choisir, par exemple, elle aurait pu choisir le 11%. Et donc, si je clique dessus et que je lui demande de me régénérer la conversation avec, cette fois-ci, maintenant, le deuxième pourcentage, on voit que la phrase n'a... Alors, pardon, j'ai changé l'aléatoire, mais la phrase n'a plus rien à voir. Donc, c'est ça qui est intéressant pour les jeunes, de cerner ce pourcentage d'aléatoire et de cerner cette notion de pourcentage d'algorithme. Et une fois qu'il a compris ça, je lui pose la question si lorsqu'il va sur ChatGPT, lorsqu'il va sur Mistral ou tout autre IA, est-ce qu'il a accès à ces paramètres? Il va me dire, ben non, madame, je ne sais pas quel pourcentage de chance il y avait que ce mot-là arrive ou que ce token-là arrive après cet endroit-là. Et donc, c'est ça la problématique.
c'est que la problématique, c'est que on n'a pas de contrôle sur les choix qui ont été faits par le modèle de langage. Et donc, parfois, ces choix sont pertinents et parfois, ces choix ne le sont pas. Donc là, il y a une vraie question et problématique à initier auprès des jeunes. Et donc, voilà, mon idée à ce moment-là, c'est de bien leur faire comprendre que le cerveau humain ne ressemble pas du tout à ChatGPT. Si j'insiste sur celui-là, c'est parce que c'est celui que utilisent le plus les jeunes depuis sa sortie. Et donc, j'ai essayé de formaliser ça. J'ai repris une infographie que j'avais trouvée, que je trouvais intéressante. Je l'ai remise au propre pour les jeunes. Mais voilà, l'idée, c'est, bon, mais quand tu vas utiliser ChatGPT, il va y avoir 7 étapes. La première chose, tu vas rédiger ton prompt. Bon, très bien. Donc, par exemple, est-ce que les démocraties sont en danger avec les IA? Bon. Deuxième étape, il va y avoir un nettoyage. C'est-à-dire que si il y avait des fautes dans ton texte, s'il y avait des bonjours ou des merci, des choses qui n'ont rien à, qui viennent à vraiment alourdir le prompt, hop, c'est nettoyé. Ensuite, on passe à l'étape tokenisation. Donc, tokenisation, on va transformer la phrase en token. Donc ça, vous voyez par exemple ici, est-ce que l'IA est un danger pour la démocratie? Eh bien, il y a 51 caractères, 13 tokens. Donc ce sont des morceaux de texte qui sont plus ou moins petits. Et cette procédure va permettre au modèle de langage de travailler. Voilà, elle ne travaille pas sur des mots en entier, mais sur des bouts de mots. Ensuite, on a l'encodage. Toutes ces unités sont transformées en vecteurs pour cibler un peu les relations sémantiques, etc., entre les mots, parce qu'en fait, l'IA, à la base, ne comprend pas le texte, donc il faut transformer tout ça. Puis ensuite, ça passe par le fameux modèle de langage, qui va fixer les relations, qui va réfléchir aux corrélations sous forme de probabilités. Et donc, c'est là où toutes les probabilités vont s'accumuler les unes aux autres. Et le modèle va donc décoder, prédire la probabilité de la séquence prochaine et donc préparer la sortie en fonction du contexte. Et nous, ensuite, l'élève a la réponse qui est générée. Alors, ce qui est phénoménal, c'est que tout ce procédé est extrêmement court. En réalité, l'élève a l'impression vraiment que ça écrit naturellement tout seul. Et donc, c'est vraiment important d'arriver à expliquer que la phase de décodage, en fait, c'est une interprétation à un moment donné du langage de modèle, donc des fameux LLM, hein, Large Language Model, et donc ensuite, par probabilité, le ciel est, il y a 90% de chances qu'après le ciel, le mot est sorte, et puis comme la probabilité dans le corpus documentaire qu'on lui a donné, c'est 20% que ce soit bleu, là, le ciel est bleu. Voilà. Donc, c'est vrai que la prédiction va être celle-là. Donc, je trouve que l'outil VitaScience est vraiment intéressant parce qu'il permet aux jeunes… Non, 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 non. Le programme VitaScience… Les aléas du direct. Ouais, les aléas du direct, désolé, j'ai une petite qui était censée rester avec son père, mais elle a décidé de changer de cap. Rien de bien grave. Et donc, VitaScience, voilà, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet vraiment aux élèves de comprendre la teneur des choses. Et cet effet-là de changement entre le texte et le token, ils réalisent complètement que c'est voilà, c'est complètement différent de l'idée qu'ils en avaient. Ce qu'il est intéressant aussi de leur faire ressortir avec cet exercice, c'est que, par exemple, quand vous posez une question à une IA, notamment à ChatGPT, etc., si vous ne lui demandez pas de citer ses sources, elle va générer une réponse. Et si ensuite vous lui demandez ses sources, elle ne va pas du tout le faire en fonction de sa réponse à la phrase précédente, parce qu'en fait, elle ne sait pas comment elle est arrivée, donc elle va vous citer des sources qu'elle pourrait avoir en corrélation avec le sujet, mais pas nécessairement celles qui lui ont permis de donner la réponse. Voilà. Donc ça, c'est vraiment toute la problématique de l'IA qu'on peut toucher vraiment du doigt avec VitaScience. Moi, je vous invite à faire la petite activité avec eux. Moi, ils ont beaucoup aimé. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi cliquer sur modèle et changer le modèle. C'est-à-dire qu'on peut vérifier comment fonctionne DeepSeek, comment fonctionne GPT, et donc Lama, etc. Et donc, on peut tester
avec d'autres modèles pour voir si la réponse est différente, si elle est plus précise, si elle est moins précise, si elle est plus biaisée. Ça dépendra aussi de la thématique qu'on va aborder. Voilà, mais ça peut être très intéressant aussi de changer le modèle. Donc on peut, voilà, tous ces petits paramétrages que vous avez sur le côté, le modèle, l'aléatoire et le token ID, hyper intéressant à utiliser avec les jeunes pour leur faire toucher du doigt qu'est-ce que réellement l'IA. Voilà, je pense que ça, moi, j'ai pas trouvé mieux avec les jeunes pour parvenir à leur expliquer voilà, et leur faire toucher du doigt, notamment la notion de probabilité. Ensuite, avec eux, j'essaie de démystifier aussi avec ce petit document-là que j'ai essayé de concevoir sur la différence entre le cerveau humain et l'IA. Voilà, je pense que c'est assez intéressant aussi de bien différencier parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'elle est ultra performante. C'est vrai que voilà, les IA aujourd'hui génératrices de texte peuvent l'être, pas toujours, on va le voir, hein, pas toujours dans les exercices que je vais leur proposer, mais surtout elles permettent de répondre à des questions simples, simples. À partir du moment où on est sur des problèmes complexes, des situations nouvelles, etc., ça c'est quelque chose qu'elle ne peut pas avoir. Tout comme elle ne peut pas avoir d'émotions. Elle peut les simuler, mais elle ne peut pas les avoir. Voilà. Donc elle peut parfois simuler une tristesse ou une compassion, mais elle ne pourra pas les ressentir. Donc je pense que c'est assez important pour les jeunes de leur faire ressentir leurs particularités et rappeler que le cerveau humain, il est extraordinaire. Voilà. Et ça, souvent, ils perdent un peu confiance face à l'IA. Donc, je pense que c'est important de rappeler, voilà, cette IA, c'est des algorithmes, c'est des programmes. Si on sort du programme, ben, l'IA, elle est perdue. Elle ne fait pas forcément les choses correctement. Elle peut faire des erreurs. Au niveau des IA américaines, ben, leurs sources sont assez mauvaises sur les sources en français, par exemple. Voilà, parce que c'est pas l'entraînement de la base de données majoritaire. Donc, quand on leur rappelle tout ça, déjà un petit peu, ça permet de démystifier aussi. Voilà. Pour continuer à les former, vous avez des ressources proposées par Tralalaire, notamment, pour sensibiliser les enfants, les ados à l'IA. Il y a des parcours primaires, des parcours collège et lycée. Et notamment, donc, moi, celui que j'ai un petit peu utilisé avec les jeunes aussi, c'était l'IA et ma citoyenneté numérique. Voilà, celui-là, c'est un parcours lycée qui a été créé dans le cadre des Internet Safe Day, là, Safe Day, qu'on a tous les ans, là, et ce parcours est sorti et ça permet de s'interroger un peu sur les droits et les devoirs en ligne et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce contexte. Donc, c'est une ressource qui est assez pertinente aussi à utiliser avec les jeunes. Bon, ensuite, bien sûr que l'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu l'usage des jeunes. Et donc, tout récemment, lorsque je les ai formés en mars, là, lors de cette rencontre, ben, je leur ai demandé à quoi ça servait. À quoi ça servait pour eux. Et on voit que ce qui ressort le plus, c'est quand même cette idée de tricher et de faire des devoirs. Voilà, donc ça, c'est quand même ce qui est ressorti le plus chez eux. Parce que ça fait gagner du temps. Vous voyez que ça ressort aussi. Faire les devoirs, ça ressort énormément. Vous avez corrigé, vous avez ensuite quelques éléments sur la recherche. Donc ça, on verra comment je les éclaircis sur ce contexte-là, mais il y a vraiment cette idée de gain d'efficacité. Et c'est vrai que bah, ça fait peur aux enseignants et c'est assez légitime. Moi, en tout cas, je le relie assez facilement à mes peurs. Et pour ça, j'ai osé poser la question aux élèves, totalement anonyme pour qu'ils puissent être les plus pertinents possibles dans la question. Mais je leur ai demandé, est-ce que lorsque vous utilisez l'IA pour faire un travail, votre enseignant en est informé? Et vous voyez que majoritairement, nous avons eu du jamais. Voilà. Donc, on a refait une formation ensuite avec un autre groupe et c'est ce qui est ressorti aussi, le jamais. Alors, pourquoi? Parce que cette impression que l'IA est interdite dans le domaine scolaire. Aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui ressort. Ben, l'IA, on s'en sert pour faire le devoir. Les enseignants, ils sont pas contents parce qu'ils peuvent plus faire des DM. Et on est dans ce cercle un peu, voilà. Donc moi, ce que je propose effectivement, bah, c'est déjà d'ouvrir le dialogue, hein. C'est comme tout, quand on commence à discuter avec eux, déjà on comprend un peu mieux. C'est vrai que l'idée de faire à ma place et de gagner en efficacité,
je ne sais pas si c'est vraiment l'enjeu de l'école et du lycée. Donc on a eu une discussion ensemble sur, les enjeux du lycée. Finalement, à quoi ça sert le lycée? Est-ce que ça sert juste uniquement à faire des devoirs qui vous embêtent? Ou bien est-ce que ça sert à gagner des compétences? Et ces devoirs, finalement, ils ont l'objectif de vous faire monter en compétences. Et après réflexion, c'est vrai qu'ils se sont dit qu'ils n'avaient pas vu la chose comme ça. Et je pense qu'effectivement, l'IA nous permet de rappeler aux jeunes le sens des études et de l'école. Voilà. Moi, j'ai été assez cash avec eux, hein. Je leur ai dit: écoutez, OK, donc vous me dites que vous faites faire les devoirs par l'IA. Bon, donc vous n'avez pas développé de nouvelles compétences et vous me dites que cette compétence, l'IA, elle l'a. OK, très bien. Et demain, quand vous irez voir un employeur, vous lui direz, quelles compétences vous avez. Si vous avez des compétences que l'IA peut faire, est-ce que vous pensez qu'un employeur, ça va l'intéresser votre profil? Est-ce que vous pensez sincèrement que le métier que vous visez va continuer à perdurer? Si vous savez qu'un employeur, avec une IA, même à 300 € le mois, parce que c'est le cas de ChatGPT pour la version Pro Plus, vous pensez vraiment qu'il va prendre un employé alors qu'il est capable de pouvoir traiter des données, des informations beaucoup plus vite que vous et que vous avez gagné du temps? Oui, vous avez gagné du temps à quoi? À être plus oisif finalement. Donc, à recadrer un petit peu ces jeunes sur ce contexte-là. Quand on a ce genre de discussion, je peux vous dire, ça les fait réfléchir. Ça les fait réfléchir vraiment. C'est pas pour ça que ça va changer l'attitude de tous. Mais il y a une jeune fille à ce moment-là qui est revenue en disant: j'ai compris aussi pourquoi je l'utilise. C'est parce que j'ai pas confiance. J'ai pas confiance et j'ai plus confiance en lui finalement qu'en moi. Et ça paraît aussi important à démystifier auprès des jeunes, cette idée de, il est meilleur que le cerveau humain. Donc rappeler, voilà, constamment les erreurs, les hallucinations, et cetera, pour pouvoir arriver à une liste de bons usages. Alors voilà, nous, à quoi on est arrivé. Alors c'est les jeunes, hein, qui ont vraiment listé, ces usages et on a essayé de les formuler. Après, on a réfléchi, à comment en faire des conseils pour les autres élèves. Voilà, donc je vous délivre un peu ce qu'on a travaillé ensemble avec les jeunes. Donc la première chose, c'était, l'IA hallucine, fait des erreurs. Ça, ils s'en sont tous assez rendus compte rapidement quand ils l'utilisent. Ils m'ont dit: «Ouais, mais quand j'ai demandé ça, franchement, elle a dit à côté» et cetera. Ils s'en rendent compte quand même, ils sont assez lucides. Donc toujours vérifier le contenu produit par l'IA. L'IA reproduit l'opinion de la majorité de ces données. Alors ça, ils n'en avaient pas toujours conscience, c'est vrai. Et donc, voilà, on a retravaillé sur cette idée de majorité des données, de probabilité. C'est justement ce qu'ils n'avaient pas tout à fait bien saisi. Et donc, prendre du recul, croiser ses sources, aller sur d'autres IA, aller sur des moteurs de recherche. Voilà, tout ça, ça va être le travail à lancer. Ne pas utiliser l'IA pour faire son travail et perdre une occasion d'apprendre. Donc voilà, l'idée c'était de ne pas être dépendant. Certains ont avoué déjà être très dépendants de l'IA. Et donc voilà, l'idée c'était on ne laisse pas la paresse intellectuelle se mettre en place et on essaie voilà, d'être meilleur qu'elle aussi. Voilà, soit transparent. Alors ça, on a beaucoup insisté sur ça avec ma collègue. On doit être clair et dire quand on l'a utilisé pour réaliser un travail et comment on l'a utilisé finalement. Et c'est là où on a remis un petit peu le cadre avec eux, c'était assez intéressant. Tu peux l'utiliser, oui, mais tu n'as pas le droit de faire un copier directement, un copier-coller de la réponse. Tu peux discuter, tu peux reformuler, tu peux réfléchir à reformuler la consigne ou à t'aider à trouver des axes. Mais voilà, en tout cas, dans tous les cas, quand tu fais un travail assisté, tu dois être transparent. Et surtout, tu dois garder ton historique de consultation avec ton IA pour que ton enseignant puisse à tout moment te demander: «J'aimerais bien voir comment tu as vraiment utilisé l'IA et comment tu as discuté avec». Fais-toi confiance, donc ça, c'est la jeune fille qui l'avait fait ressortir, voilà. Ton travail a de la valeur et reste unique. Ça, c'est important parce que les élèves, ils ont l'impression que leur travail a pas de valeur du tout, voilà. Et donc leur redire que c'est leur singularité, que les enseignants, ils aiment bien lire, justement des choses, nouvelles, des choses différentes, avec des émotions différentes et cetera. Donc voilà, tu peux, l'utiliser, mais tu es capable de le faire mieux qu'elle. Voilà, garde ta singularité parce qu'on s'est aperçu, les enseignants, quand on corrige des travaux d'IA, c'est quand même toujours un peu la même chose, c'est-à-dire que ça reste assez monotone dans le point de vue et cetera.
Donc, on leur a dit: «Fais-toi confiance, vas-y, voilà, assume ton opinion ou ton point de vue à des moments donnés, et ensuite, voilà, je peux utiliser l'IA dans quel contexte? Pour m'aider à mieux apprendre mon cours. Il y a plein d'IA pour, faire, des fiches de révision, pour, retenir le meilleur du cours, voilà. Certaines m'ont demandé des petites applis, à développer sur les iPads avec de l'IA à l'intérieur pour justement avoir ces petites préparations d'apprentissage. Reformuler une consigne que tu as mal compris, comprendre une notion que tu as vraiment peu assimilée pour te la faire reformuler ou réexpliquer différemment. Améliorer ta syntaxe, pourquoi pas, mais pas un simple copier-coller de la réponse, de la première réponse de l'IA. C'est vraiment, voilà, si encore il y a de la discussion avec elle et que tu arrives à montrer que, justement, tu as fait preuve de ton esprit critique et que tu l'as amené à penser, là, on est sur quelque chose d'un peu plus intéressant. Alors justement, je vais basculer sur la deuxième partie de mon webinaire sur exercer son, esprit critique. Alors là, je pense notamment à cette question de la recherche documentaire. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti chez les jeunes. Aujourd'hui, c'est trop dur Google, franchement la flemme d'aller sur Google lire tous les articles. On pose la question à l'IA, on a la réponse directo. Gain de temps, la flemme, c'est fini. Sauf qu'en fait, quand on a compris comment ça fonctionnait, on comprend que finalement, c'est l'avis de la majorité, mais on ne sait même pas laquelle. Donc ça pose quand même des questions. Alors forcément, quand on recherche des choses sur, une plante qui va pousser ou je ne sais quoi, bon, les enjeux sont pas très forts. Mais quand on va sur des débats un peu démocratiques ou bien qu'on se pose des questions sur, des nouvelles lois et cetera, ou voilà, à partir du moment où on fait de la recherche documentaire sur les thématiques sensibles, utiliser l'IA n'est pas du tout approprié. Donc l'idée, c'est vraiment de leur faire prendre conscience que cette IA, voilà, elle a une opinion, si je vais sur l'IA chinois, je vais avoir tel avis et cetera et puis, hem et je sais pas, voilà, je ne connais pas du tout les biais qui sont introduits dans cette IA ou en tout cas qui aujourd'hui ne sont pas corrigés parce que malheureusement, des fois, ils sont pas introduits volontairement, mais, ils y sont. Donc pour ça, moi je leur conseille, l'outil Perplexity, voilà. Alors l'outil Perplexity, c'est, peut-être vous avez entendu parler de lui, hein, Perplexity AI. C'est un mix entre le moteur de recherche et l'IA, voilà. Donc il y a toujours cette idée de: est-ce que, l'IA met en danger les démocraties? Voilà. Je pose ma question. Donc là, pour l'élève, c'est toujours simple, voilà. Et ensuite, j'ai la réponse. Donc, j'ai une réponse qui va être faite avec des sources. Donc, c'est vraiment, c'est pas une IA classique. Celle-ci, les fondateurs l'ont vraiment voulu comme une IA entre le moteur de recherche et l'IA, agent conversationnel. Et l'idée donc, c'est que vous voyez ici, vous avez des petits numéros à chaque fois qu'elle dit une phrase qui fait référence aux, sources qu'elle a consultées. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, on va pouvoir cliquer dessus et se rendre sur la source. Donc là, on voit que c'est l'Union parlementaire pour la démocratie pour tous. Donc on peut aller voir qui a dit ça, dans quel contexte, pourquoi. Voilà, on est à cheval entre la recherche documentaire où il faut aller chercher toutes les réponses et faire sa synthèse, et l'idée que là, ça nous propose une synthèse finalement, et qu'on n'ait plus qu'à aller regarder les sources pour les vérifier, pour pourquoi pas se demander si elles sont les plus pertinentes, etc. Donc là, par exemple, on a un article de Le Devoir, voilà. Et on peut, vous voyez ici, il a mis sa réponse, il a mis 7 sources. On peut cliquer sur les sources ici et les voir directement. Voilà, donc on a le Fonds monétaire international, on a la BBC, on a la Sorbonne Université. Voilà, donc on a plein de médias différents et on va pouvoir aller sur les articles et un petit peu creuser le fond. Donc on a une réponse synthétique qui nous donne des idées et puis on a le fond avec, les informations. Et alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'à la fin, pour relancer la discussion, Perplexity propose des questions auxquelles les gens, s'interrogent beaucoup après celle-là. Vous savez, un peu comme, vous avez acheté ça, hop, les gens qui ont acheté ça achètent ça. Donc des recommandations un peu. Donc par exemple, comment l'IA peut-elle être utilisée pour renforcer la démocratie?
Quels sont les exemples concrets d'ingérence dans les élections grâce à l'IA? Voilà, donc en fait, des questions auxquelles le jeune n'aurait peut-être pas du tout pensé. Et là, ça lui permet d'aller creuser et d'aller plus loin. Je pense notamment, et j'en reparlerai après, au grand oral. Voilà, ça peut être dans la phase de recherche quelque chose qui est assez intéressant pour les jeunes. Voilà. Concernant exercer son esprit critique, on a aussi toute la question de la véracité de certaines images. Donc là, j'ai fait exprès de vous mettre plusieurs images qui sont toutes fausses. Voilà, aucune n'est authentique. Alors que ce soit dans des questions géopolitiques récentes, ou bien, par exemple, ce selfie de soldats de la Première Guerre mondiale. Voilà, même en histoire, aujourd'hui, on est envahi de fausses images qui vont pouvoir être utilisées. Voilà, bon, ils sont sympas, hein, mais c'est pas tout à fait à ça qui ressemblait. Voilà, donc c'est vrai on a une vraie éducation à faire auprès des jeunes sur comment on détecte les fausses images, aussi bien en utilisant par exemple Google Lens, hein, pour savoir en recherche inversée si cette image, où est-ce qu'elle est apparue et retrouver son contexte et pouvoir établir qu'elle a été générée par une IA. Voilà, ça paraît très important. Si on ne la retrouve pas sur Google, dans un contexte particulier, c'est probablement qu'elle a été générée par une IA. Sinon, on la retrouvera dans un article, etc. Donc, initier la recherche inversée avec eux pour comprendre aussi cette idée de fausses images, ça paraît aussi nécessaire pour exercer cet esprit critique. Voilà. Et ensuite, je vous ai mis aussi prendre du recul sur le travail réalisé par une IA. C'est vrai que moi, j'ai amené les élèves à se poser la question, est-ce que vous pensez que l'IA est capable de faire votre travail correctement? Alors moi, en histoire géo, en lycée, c'est pas très simple. En fait, là, je lui ai demandé de faire carrément une analyse de documents. Voilà, donc en géographie, là, il y avait 2 documents. C'est sur le vieillissement de la population en France, les défis que ça va représenter, etc. Donc on a fait le cours ensemble, on avait l'ensemble des éléments, puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me faire le devoir. C'est même pas le corriger, j'ai demandé de faire le devoir à ma place. Voilà, j'ai dit voilà, je suis un élève de seconde, voilà mon sujet, je suis perdu, fais le devoir à ma place. Voilà. Comme un élève aurait sans doute demandé de faire le travail. Et là, Voir le résultat. voilà. Alors justement, c'était tout l'intérêt, c'était de demander aux élèves de faire le prof et de corriger cette copie réalisée par l'IA, pour leur montrer que la copie ne répondait pas à mes critères et aux critères de la méthode qu'on avait travaillé ensemble. Donc là, en l'occurrence, voilà comment ça s'est passé en classe. Dans une keynote, j'avais diffusé les parties de ChatGPT et puis j'ai annoté au fur et à mesure en même temps qu'eux. Et ils se sont aperçus, alors d'abord, ils ont pris la copie, certains l'ont lu. Bon, alors eux, oh là là, madame 17, 14, alors franchement, trop bien ce travail, etc. Elle écrit trop bien. Bon, puis j'ai dit, attendez, prenons du recul. Je pense que là, vous n'avez pas tout à fait compris l'exercice. On a retravaillé et là, on s'est aperçu qu'en fait, ça n'allait pas du tout. Elle ne respectait pas la méthode. Vous voyez, on a fait exprès. En vert, on a surligné ce qu'on pouvait garder. Et en rouge, on a mis tout ce qui manquait, tout ce qui n'allait pas. Vous voyez, donc il y a beaucoup de hors-sujet, des éléments de la définition qu'elle n'a pas faite, des choses qu'elle a mis qui sont interdites, carrément. Voilà, donc elle a mis le document numéro 1, mais elle n'a pas décrit, forcément, bon, elle n'arrive pas tout à fait à lire les images correctement. Elle n'a pas cité, elle n'a pas fait de lien avec les documents. Donc, on s'est aperçu qu'en fait, elle ne répondait pas du tout aux critères qu'on avait étudiés. Même la conclusion, bon, à part une petite partie de la conclusion, sinon le reste, ça partait en cacahuète. Et là, on lui a mis 8. Voilà, je crois, on lui a généreusement attribué un 8 à la fin. Et là, ils se sont aperçus qu'en fait, si c'était super bien écrit, que c'était hyper long, qu'elle avait travaillé très vite pour nous faire gagner en efficacité, en réalité, elle ne répondait pas aux critères attendus. Alors, non seulement parce que j'ai bien fait exprès de mettre un prompt pas très au point, on va dire, ça c'est évident, mais aussi pour essayer de faire comprendre aux jeunes que, eh bien, voilà, il valait mieux que cette copie. Il valait mieux que cette copie. Et ils ont réalisé qu'en fait, ils pouvaient faire bien mieux qu'elle. Voilà, très vite.
Donc ça les a un peu décomplexés. Ça les a un peu décomplexés qu'elle ait pris 8 et que je me sois un peu vengée sur cette copie avec eux. Et je pense que ça les a aidés vraiment à prendre du recul sur le travail. Donc n'hésitez pas à faire ce petit genre d'exercice avec, faire le travail par l'IA, le faire corriger avec les élèves. C'est un très bon exercice formateur. En tout cas, moi, je vous le conseille. Voilà. Et puis le dernier pilier que je voulais aborder avec vous dans ce webinaire, sur les 15 dernières minutes qui nous restent, eh bien, c'est l'IA, un allié, pas un pilote. Ça, c'est ce que j'essaie un petit peu de faire comprendre aux élèves. Voilà. L'humain conduit, l'IA accompagne. Alors là, j'ai fait exprès de demander à l'IA de faire conduire, justement, de faire piloter par l'IA et de montrer un humain un peu apeuré. Je ne sais pas qui aurait hyper confiance de laisser un avion être piloté par une intelligence artificielle complètement, même si on sait que la voiture autonome, c'est sans doute pour bientôt. L'avion, c'est pas tout à fait. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de dire aux élèves, reprenez votre place et remettez l'IA à sa place surtout. C'est-à-dire, elle ne va pas vous remplacer, elle ne va pas faire les choses à votre place. C'est vous qui pilotez, elle peut vous aider. Alors, je vous ai proposé deux petits scénarios dans lesquels on peut montrer cette catégorie de pilote pour l'humain et d'allié pour l'IA, notamment d'abord le chatbot. Alors, la dernière fois, Amélie l'avait utilisé également. Il s'appelle Po. Moi, je l'utilise un petit peu différemment. Je vais vous montrer comment je l'utilise. Donc, par exemple, là, j'en ai un qui s'appelle Léonard de Vinci. Je vais vous montrer à l'origine. Donc, en fait, on clique sur créer en haut, hein, quand on crée son petit chatbot. Voilà. On lui donne un nom, etc. Et voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, quand on clique sur créer, voilà à quoi ça ressemble. Moi, je l'ai appelé Prof Leonardo. Voilà. Et il va corriger une activité menée en classe par mes secondes. Voilà. Donc, dans l'invite, ici, on va lui donner comment il doit agir. Donc, je lui ai noté, tu es un professeur. Tu vas donner des conseils à tes élèves sans jamais leur proposer de faire le travail à leur place. Contente-toi de souligner les axes d'amélioration, les réussites avec un regard bienveillant. C'est pas tout à fait nécessaire de le marquer parce que les IA américaines sont plutôt bienveillantes de nature. Mais bon, ça ne mange pas peine de le répéter parce que là, c'est un travail d'entraînement en plus. Alors, plus ils sont valorisés, mieux c'est. Bon. Tu dois t'appuyer sur les ressources que j'ai mis à ta disposition. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va créer un petit bot euh, qu'on va alimenter nous-mêmes de nos ressources. Et donc, l'élève va faire son activité et va être corrigé par le bot en fonction de nos ressources. Donc, c'est vraiment pour être dans une activité de correction pour une évaluation formative. On n'a pas le temps de corriger toutes les évaluations formatives de nos élèves. Et donc là, en l'occurrence, ça va lui offrir un regard, un recul. Parce que moi, souvent, ce qu'ils me disent, c'est qu'on a peur d'avoir mal fait. Sauf que je ne peux pas corriger tous leurs travaux pour leur dire qu'ils ont bien fait ou mal fait. Donc là, le petit bot, il m'aide un petit peu à justement dépasser tout ça. Donc moi, je lui ai donné, vous voyez, dans la base de connaissances ici, je lui ai mis mon cours, voilà, en PDF, tac. Je peux lui en rajouter d'autres, hein, si je veux. Je peux choisir citer les sources ou non. Alors, citer les sources, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va donner une réponse à l'élève, il va faire référence à mon cours. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez ou non faire référence à ces ressources. Et puis ensuite, voilà le petit message de salutation. Donc, c'est-à-dire comment il va démarrer son bot. Bonjour, je suis l'assistant de ta prof d'histoire géo. Peux-tu me confier ton travail réalisé sur Léonard de Vinci afin que je puisse t'apporter un regard extérieur? Voilà. Et c'est tout. Ensuite, tout le reste, vous voyez, je n'ai pas coché public. Si on coche public, ça veut dire que d'autres personnes peuvent l'utiliser. Pourquoi pas d'ailleurs, hein, j'aurais pu le mettre public et que un autre prof d'histoire géo l'utilise. Voilà. On peut même le monétiser, c'est-à-dire qu'on peut demander à ce qu'il soit payant pour les élèves. Bon, c'est pas non plus mon business, mais voilà, on pourrait l'imaginer. Et là, on publie et vous voyez, bonjour, je suis l'assistant de ta prof d'histoire géo, peux-tu me confier ton travail? Et là, l'élève va confier son travail et le chatbot va lui donner son retour. Donc là, par exemple, j'avais copié mon travail sur Léonard de Vinci. Hop, je n'avais pas fait très très compliqué, j'étais allée sur Wikipédia lui pomper le truc. Bon, mais l'élève peut mettre son travail, bien évidemment. C'est pour la démo. Et là, il lui dit voilà,
Bravo pour ton introduction, tu as bien souligné son rôle en tant qu'artiste. Voici quelques axes d'amélioration. Et là, il lui propose tous les axes d'amélioration qu'il pourrait améliorer, notamment en citant mon cours rédigé sur lequel s'appuyer pour venir justement enrichir son travail. Voilà. Continue ainsi et étoffe tes idées. Donc, il a été assez voilà, il a montré les points positifs et puis les axes d'amélioration pour que l'élève puisse s'améliorer. Là, en l'occurrence, pas mal de choses à revoir parce que bien qu'il ait mentionné la Joconde, il serait intéressant de présenter d'autres œuvres, etc. Mais là, vous voyez qu'il n'a pas été très bon parce que, pourquoi pas l'école d'Athènes, mais c'est pas Léonard de Vinci, là, en l'occurrence. Donc voilà, un petit peu, comme il a mon cours en entier, j'aurais dû lui mettre un cours que sur le Vinci pour prendre les choses encore plus pertinentes. J'avais fait déjà ce travail avec Athènes, ça avait très bien marché. Donc voilà, les jeunes aiment beaucoup. Par contre, les jeunes aiment beaucoup cet aspect de petit IA qui les aide. Ils ont l'impression qu'ils ont un support. Et en fait, moi, ça remet la place du brouillon. C'est-à-dire que l'élève se dit, allez, je lui dis, mais tu fais un brouillon. Et puis tu vas avoir ensuite le retour de l'IA et tu vas pouvoir te corriger et faire encore mieux. Et ça vraiment, ça leur apporte un bon regard sur ce qu'ils ont fait et ça leur donne des idées pour avancer. Donc, ils sont rassurés. L'autre aussi possibilité, l'IA un allié, pas un pilote, c'est cet outil-là qui est destiné aux professeurs pour créer des supports de cours avec lesquels les élèves vont pouvoir réviser, travailler, etc. Donc c'est Knowledge que vous pouvez utiliser. Donc là, je vous présente en fait ce que j'ai réalisé avec. Donc là, en l'occurrence, je suis allée sur le site, donc j'ai donné mes médias. Alors vous trouverez plein de petits tutos sur Internet, c'est très très facile d'accès pour les enseignants. Donc l'enseignant met ses médias à l'intérieur. Ça veut dire ses ressources de cours ou bien une vidéo YouTube qu'il trouve vraiment intéressante. Pourquoi pas faire une CO en langue, etc. Donc l'enseignant donne ses médias, ses ressources, il peut en donner de 1 à 4 pour créer un module, pour créer une leçon. Et une fois qu'il a créé ça, il peut, hop, je vous déplace, tac, je vous montre sur Safari, voilà. Une fois qu'il a créé ça, il peut donc se créer un petit livre interactif avec un lien Internet et permettre aux élèves de consulter. Donc là, par exemple, c'est le glossaire du cours avec voilà, tout ce qui est, tous les points dans mon cours. Donc moi, j'ai importé mon cours à l'intérieur. Ça a généré un glossaire avec toutes les définitions. Ensuite, j'ai généré quelques petits jeux. Donc des flashcards pour apprendre le vocabulaire, des glisser-déposer pour s'entraîner aussi, pour pouvoir vérifier si on a bien compris, etc. On peut glisser-déposer les informations. On peut faire des petits questionnaires à choix multiples, voilà, et vérifier si on a eu juste, etc. Donc ça nous permet de pouvoir travailler nos connaissances et vérifier où est-ce qu'on en est. Et puis on a même des petits résumés du cours, voilà, donc les points clés du cours, le résumé détaillé. Donc là, si les élèves, donc j'ai mis mon cours en PDF à l'intérieur et ça a généré automatiquement tous ces petits jeux. Voilà. Et alors, ce qui est assez sympa, c'est qu'ensuite les élèves peuvent voir les résumés de ce qu'il a réalisé, voilà. Et il peut, voilà, pouvoir revenir à tout moment sur ce qu'il a fait, voilà, et voir un peu l'avancement. Ouais. Une question, comment tu as découvert tous ces outils? Comment tu les as trouvés? Est-ce que tu as demandé à une IA de te fournir une liste d'outils? Non, je passe ma vie sur LinkedIn. J'ai des comptes où j'ai des comptes que je suis. J'ai minimum une veille d'une demi-heure à 1 heure par jour. Ça, c'est parfois pendant une pause. Enfin voilà, c'est et du coup, j'essaie de suivre. Après, j'ai la chance aussi d'aller à Educatech. Je repère des choses, ouais, à Ludovia aussi. C'est là où je repère des choses qui ensuite me permettent. Ouais, c'est des salons, hein, le Ludovia et l'Educatech, ce sont des salons numériques. Donc moi, ça me permet de fouiner. Par exemple, Knowledge, je l'avais découvert à Educatech il y a 2 ans. Ils avaient un tout minuscule stand dans les startups, là, un tout minuscule truc. J'ai regardé un peu du bout des yeux, j'ai essayé de comprendre, etc. J'ai suivi un peu leur épopée parce que c'est devenu maintenant vraiment
une très grande entreprise, en tout cas qui a pris beaucoup d'aura. Voilà. Mais sinon, je lis beaucoup sur LinkedIn. Je suis abonnée à quelques personnes que je suis et puis ça me propose, les algorithmes, ils sont sympas, ils proposent des choses dans les domaines que vous lisez. Voilà, donc comme c'est Oui. devenu mon outil de lecture, enfin, ma lecture prioritaire, ben, il me propose tout le temps des trucs dessus. Donc voilà, et puis après, je fouine, hein. Je fouine beaucoup. Voilà, mon métier de formatrice aussi m'oblige à, parce que souvent, des fois, j'ai des collègues qui me disent: «Ah Elodie, j'aimerais bien l'outil pour faire ça». Ah ouais, mais je sais pas. Et puis je cherche du coup pour eux. Et en cherchant pour eux, ben, ça me donne des nouveaux outils à fréquenter. Voilà. Donc c'est vrai que c'est souvent comme ça que je fais en fait. Voilà. C'est Justement, du c'est pas bouche une à question oreille. qui a été posée dans le chat, mais est-ce que c'est pas là la complexité de l'IA, c'est d'avoir de multiples outils, presque trop d'outils, et ne pas savoir lequel choisir? Est-ce que si tu devais résumer les 5 outils indispensables pour bien commencer, est-ce que tu arriverais à faire un classement, un ordre des outils? Non, parce que je pense que ça dépend vraiment des enseignants et de leur pratique. Ça dépend déjà s'ils ont des établissements entièrement numériques ou pas. Ça dépend vraiment de leur pratique. C'est vrai que, par exemple, maintenant, il y a même des outils comme Kaut. Moi, j'adore Kaut. Mais il y a de l'IA à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, il y a même des outils tradis qu'on a utilisés pendant très longtemps qui aujourd'hui deviennent alimentés par l'IA. Donc, des outils en tant que tels, non. Moi, je conseillerais, si je vais faire un conseil de routarde un peu, si vous n'avez jamais utilisé un agent conversationnel, commencez par Mistral. Ne tombez pas dans la soupe de ChatGPT, parce que sinon, c'est vaillant. Voilà, il Ou vaut dans mieux la que vous censure de DeepSeek? Ouais, c'est ça. Commencez par la française, vous ne serez pas déçus, elle est vraiment bien. Le problème, c'est que quand on a testé autre chose, on a du mal à revenir sur d'autres, mais vraiment, elle est très très bien pour tous les usages scolaires qu'on veut faire. Donc moi, je conseille dès qu'on peut d'initier les élèves et les profs à cette IA-là. Voilà, Mistral, on est sur la française, c'est pas mal. Elle est Euh, téléchargeable en plus hein, sur les différents stores, que ce soit App c'est Store ça, ou Play c'est Store. ça. Voilà. Après, vraiment, ça dépend les usages. Je pense que les profs de sciences n'auront pas tout à fait les mêmes besoins que les profs de lettres ou d'histoire géo, etc., ou de langue. Là, justement, je vais évoquer une autre IA, une dernière pour finir, pour laisser réfléchir à tout ça aussi, que je trouve intéressante aussi, mais tu vois, elle va intéresser un certain type de personnes aussi. Donc, voilà, c'est vrai que le top 5, je dirais pas. Euh, mais parce que moi j'aime aussi par exemple beaucoup Midjourney parce que je fais des images avec et qu'il faut avoir par contre une capacité à pouvoir dialoguer avec elle qui est extrêmement complexe parce que les IA images c'est les pires en termes de prompt. Bon là ChatGPT vient de casser le game mais voilà c'était D'ailleurs, tiens, en parlant d'images, dans Canva aussi dans maintenant, Canva ils aussi. ont En plus intégré, Canva s'est beaucoup amélioré. Pour moi Canva les enseignants ont la chance de pouvoir utiliser Canva gratuitement. C'est vrai que c'est intéressant aussi, quoi. c'est ça et c'est On a très une bien remarque dans le chat amélioré. qui nous dit que ChatGPT est pas fantastique pour les maths. Est-ce que tu aurais Ah une idée ouais. d'IA adaptée? Non, c'est vrai que pour les maths, c'est bof bof, c'est ce que disent souvent les collègues. Après, j'ai pas testé parce que c'est pas trop mon domaine, ça par contre, celle-là. Ouais. Faudrait que je Je regarde. n'ai pas de tête, mais je vais essayer de me Faudrait que renseigner. je regarde, mais j'ai pas effectivement pour les maths, c'est pas mon truc et c'est pas mon champ à moi principal, donc c'est vrai que je suis pas encore la plus douée sur ce contexte-là. Alors, je voulais tenir un peu le timing parce que j'aimerais pas finir trop tard. Sur le grand oral, j'avais conçu cette fiche un petit peu pour expliquer aux jeunes dans quel contexte et comment on peut l'utiliser pour préparer son grand oral. C'est vrai qu'en lycée, ça fait partie des épreuves et la problématique, ben, c'est souvent que l'élève, il a tellement pas confiance en lui qu'il va aller chercher un sujet tout fait, qui va se le faire rédiger par l'IA, puis il va le réciter et c'est mort. Voilà. C'est mort, le jury va le sentir, enfin voilà. Donc moi, ce que je proposais, c'est quelques étapes dans lesquelles on pouvait l'utiliser. Par exemple, s'inspirer d'idées sur le sujet. Donc par exemple, demander à un agent conversationnel d'avoir des idées d'un sujet qui combine ses spécialités et par exemple ses affinités. Parce que ce qui est intéressant dans le grand oral, c'est d'évoquer aussi ses affinités, ses centres d'intérêt. Donc par exemple, je sais pas, j'adore la physique-chimie et la SVT et le monde équin, voilà, les chevaux, etc. Et on peut imaginer, pourquoi pas, un sujet qui tourne autour de ça, voilà. Formuler une problématique.
Alors, par exemple, il y a toujours 2 contextes. L'élève formule sa problématique et demande à l'IA, justement, de l'améliorer ou lui proposer des axes ou lui dire ce qui ne va pas ou ce qu'elle ne comprend pas, et cetera. Donc, pouvoir échanger sur cet élément-là. Pourquoi pas l'utiliser aussi dans le cadre de la recherche de pistes documentaires, lui demander des mots-clés, lui demander justement des idées originales sur lesquelles il pourrait faire des recherches. Pourquoi pas à ce moment-là aussi, dans les pistes de recherche, dans l'étape 4, choisir Perplexity pour justement travailler un peu dessus. Alors ensuite, il y a le plan, l'idée du plan. Alors il y a toujours 2 options. Soit l'élève donne son plan et se le fait corriger, soit pourquoi pas, il demande à l'IA 2 ou 3 plans. Et lui, il va pouvoir se dire: «Ah ouais, celui-là, il est pas mal, celui-là, il est pas mal. Ah non, je vais faire un mix de 2 plans». Voilà, pour essayer de garder cette idée d'esprit critique, c'est-à-dire je choisis, donc c'est moi qui pilote, toujours cette idée de pilotage, je choisis. Accompagner à la rédaction, donc là, il y a 2 écoles toujours. Soit je fais rédiger par l'IA mon devoir, mais il va falloir que je vérifie tout, que je ressource tout, ce qui n'est pas forcément le plus aisé et le mieux. Soit moi, j'écris et je me fais relire et je me fais proposer des axes d'amélioration sur ma copie. Voilà, donc ça aussi, c'est hyper intéressant. Et puis la dernière étape qui peut être hyper intéressante aussi, c'est de préparer l'entretien avec le jury et de demander, lorsqu'on a mis son contenu dans l'IA, à se faire poser une trentaine de questions sur son sujet ou périphériques à son sujet, en lien avec les programmes, par exemple, pour que justement l'élève se prépare à être mitraillé de questions et à vraiment bien maîtriser son sujet. Ça, je trouve que c'est la plus intéressante parce que finalement, c'est celle qui va lui permettre d'avoir le plus de recul sur son sujet. Donc voilà, se poser des questions. Et la toute dernière IA que je voulais proposer dans ce contexte-là du grand oral, c'est une IA qui s'appelle Paulinia. Alors moi, j'ai pas de royalties sur ces IA, hein, je vous préviens de suite, mais je les ai découvertes justement parce que j'en cherchais une pour le grand oral. Et alors celle-ci, c'est une IA où l'élève va se filmer avec sa webcam, par exemple, de l'iPad ou de son smartphone, et il va pouvoir, l'IA va étudier l'ensemble de sa gesture, de son regard par rapport au jury, de sa voix, si elle est posée, si elle est hésitante, etc. Il y a plus de 40 fonctionnalités qui analysent la gestuelle, l'intonation et le contenu du discours. Et il va pouvoir avoir un retour sur est-ce que j'ai été convaincant ou pas pour mon oral, parce que souvent on s'entraîne ou on se filme devant sa caméra. Là, l'avantage, c'est que on va pouvoir avoir un retour de l'IA sur notre travail. Voilà. Alors j'ai trouvé ça intéressant parce que ils avaient un modèle économique assez onéreux, je trouve, les années précédentes. Et là, j'ai découvert que un entraînement, 1,50 €, 2 entraînements, 2,50 €. Bon, je me dis que ça peut être intéressant pour un élève de lui proposer cette IA avant le bac. Tiens, je m'entraîne avec mon iPad, je me filme et il me donne des conseils pour être encore plus convaincant et encore plus intéressant le jour J. Voilà. Donc Pauline IA, qui aussi est une IA, voilà, qui me semble intéressante dans cette dynamique du grand oral pour le lycée. Et pour finir, j'avais repéré cette publication de l'université de Brunswick là, que j'aime beaucoup, pour aider les élèves justement à faire leur choix. C'est un peu la synthèse de tout ce que j'ai évoqué dans cette heure-là. L'esprit critique, l'IA comme un allié et non pas comme un pilote. L'idée, c'est voilà, je veux que l'IA effectue ma tâche et en fait, ça lui pose des questions. Et s'il répond oui, ok, il peut l'utiliser. S'il répond non, c'est peut-être pas la meilleure solution pour ce travail-là. Donc, ça l'aide un peu à discerner et à comprendre finalement, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, ça lui rappelle, ok, tu vas l'utiliser, il va falloir que tu vérifies, il va falloir que tu sois transparent avec ton enseignant quand tu l'utilises. Voilà, donc cette petite infographie, elle est vraiment bien réalisée. Voilà, je trouve qu'elle répond à nos besoins aussi, du fait que les élèves, finalement, soient les pilotes et que l'IA soit l'assistant. Donc, je finis avec cette petite image où on ne désespère pas de voir l'humain disparaître au profit de l'IA, mais on a bien l'être humain qui conduit, nos jeunes qui conduisent leur avion, qui pilotent leur avenir, et l'IA à leur côté, parce que maintenant, aujourd'hui, elle y est. Il faut le voir positivement et essayer de les amener à ce type de comportement. Oui. Voilà, je l'ai dépassé de 4 minutes, j'espère. Non, c'est pas très grave, c'est très bien, c'est très précis. Encore une fois, merci beaucoup, Élodie.
Voilà. Merci pour vos interactions dans le chat et les questions que vous avez posées. Alors, je reviens effectivement sur les questions qu'on avait en mathématiques. Le prochain épisode au mois de mai sera consacré à l'utilisation justement de l'iPad en classe et tout particulièrement en cours de mathématiques. Donc j'en profiterai lors de mes échanges d'ici là avec Logan Vigneault, qui sera donc notre formateur à PLS qui animera cette session-là pour voir si justement lui, il a déjà des outils qu'il utilise en IA en classe. Voilà. Du coup, je reprofite de repartager de nouveau mon écran si ça veut bien, mais oui, ça va vouloir. Voilà. Je vous donne ici encore une fois le petit QR code qui vous permet d'accéder directement sur notre playlist YouTube pour voir les replays des contours pédas. Nicolas a partagé aussi également tout à l'heure l'URL de notre application qu'on a développée, sur lequel vous avez tout un tas de ressources, sur lesquelles Amélie et Elodie, qui travaillent régulièrement avec nous et qui sont partenaires avec nous ont bien accompagnés aussi sur le contenu. Encore merci pour ça et bravo. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va tous vous libérer. Merci de votre participation. Élodie, encore une fois, bravo. Nicolas, merci. À tous. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Écoutez, merci à tous. Rendez-vous le mois prochain. Alors, la date n'est pas encore sûre à 100%. Normalement, on sera sur le 15 mai, donc un jeudi également, mais plutôt aux alentours de 18h. Voilà. Mais c'est pas encore confirmé à 100%, puisque, vous savez, la fin d'année, c'est un peu compliqué. Il paraît pour les enseignants, il y a plein de choses à faire. Des rendez-vous parents, tout ça. C'est pas évident. Les conseils de classe du 3e trimestre qui vont pas tarder. C'est ça. Alors, c'est aussi pour ça qu'on fait mai et juin, et on n'en fait pas en juillet, parce qu'après, de toute façon, c'est plus compliqué sur les vacances. Et puis là, il y a aussi des vacances qui arrivent. Je crois que c'est pour toi, vendredi, Elodie? Moi, je pars en voyage scolaire, donc c'est un peu les vacances, un petit doux début de vacances. Et sinon, ta zone, toi, c'est quand? Dans une semaine encore. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Bon. Là, je crois que c'est l'académie je crois que la Bretagne et tout ça, ils partent en vacances, là, ça y est, mais pas nous. Ok. Bon, mais c'est bien déjà, en tout cas, les vacances scolaires, et puis le petit séjour, et puis voilà. Bon, on se dit à bientôt. Merci à tous. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Donc, à très bientôt, et puis bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Au revoir. À tous, bonne soirée. TNC, People Around Technology.